Allez, là on se rend, on va visiter, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on va visiter après? Je ne sais plus, le château. Non, c'est dommage. Non, c'est le dessous de je sais pas quoi. Je ne saurais pas dire non plus. Bon, mais on va visiter quelque chose, on va le découvrir. On dirait que le bus est déjà là. Qu'est-ce que maman a proposé? Ah, c'est moi qui dois le dire? Bah oui. Celui de maman, c'est maman qui devrait le dire. Ah, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu proposais, chérie? Dommage qu'il n'y a pas le petit drapeau l'estraillé pour qu'on puisse suivre le guide. Donc, Nicolas, si tu nous entends, tu sais ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Hein. Mais attends, Alexandre, qu'est-ce que tu as dit toi quand je t'ai dit ça? Avec le fameux drapeau? Ce serait drôle, mais ridicule. Bon, ben, c'est toi qui prendras la décision, Nicolas. Je prendrai à Paris, il faut juste... C'est quand même une tour Eiffel bizarre, excuse-moi. Hein? On est dans quelle commune ici? Ici, c'est le Cateau. Le Cateau. Le Cateau en Cambrésie. Le Cateau n'a rien à voir avec le catholique. Ah oui. Bonne chance, Vous avez je vais votre pas. guide? Non, moi je suis l'accompagnateur. Ah ouais. La sécurité, tout ça. Ah, Marcel, baisse la tête. Pas dit ça? C'est juste l'étoile, il n'y a pas de Allez. J'ai failli. Ah, regardez, j'étais là. Hein. C'était plutôt devant qui fait. Oui, c'est... Voilà. En faisant ce parcours, vous avez vu la physionomie. Hein. On le disait, ces souterrains du Cateau, à la base, ce sont des caves individuelles. Des caves de plus ou moins grande ampleur, des caves plus ou moins profondes. On est sur des profondeurs qui vont de 5 à 9 mètres, pour vous donner une idée. Et il est normal que toutes les caves n'aient pas exactement le même niveau, parce qu'à la base, elles sont réalisées pour des besoins individuels. Ce réseau se développe vraiment sous la totalité du centre-ville du Cateau, sous la partie haute de la ville. Vous avez vu que ça grimpe un petit peu, vous êtes peut-être garé au niveau du parking des cars, et vous avez dû monter jusqu'ici. Dans le bas, vous êtes dans ce qu'on appelle la vallée de la Selle, et ici, donc, vous êtes sur la partie haute de la ville. Et toute cette partie haute de la ville est complètement sous-minée par ce type d'ouvrage. Alors aujourd'hui, ça forme quand même un réseau dont le développement est assez conséquent. Hein. Je pense qu'en linéaire, on a quelque chose comme 1,6 km au total, dont à peu près 200 mètres ont été aménagés pour la visite du public. Ce circuit avait ouvert une première fois il y a une vingtaine d'années, à l'initiative d'une association locale, les Amis du Catésie. Et ce sont les bénévoles de cette association qui avaient entrepris de déblayer le premier circuit souterrain, qui malheureusement après a dû fermer parce qu'il se posait des problèmes de sécurité. Et il y a 4 ans, donc la ville du Cateau a eu la volonté de rouvrir ce site. Alors c'est tombé malheureusement au moment du Covid, mais bon, c'est pas le plus grave, hein, on va dire. Et ça a permis donc maintenant de vous montrer en toute sécurité tous ces lieux qui remontent pour les parties les plus anciennes à la fin du Moyen-Âge
époque où la ville du Cateau-Cambrésis va se développer avec une acuité extrêmement importante. Et puis pour beaucoup de caves, et c'est le cas de celle où nous nous trouvons, on est au XVIe siècle à peu près. Alors ici, cette cave est celle de l'ancienne hôtellerie, le Mouton Blanc. C'était un des plus grands hôtels du Cateau-Cambrésis. Quand vous ressortirez tout à l'heure, vous regarderez un peu plus bas que l'entrée du souterrain, de l'autre côté de la rue, vous avez un notaire en fait. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'on se trouve. On a traversé la route principale, on a fait un cheminement de l'autre côté du trottoir, et on est maintenant donc au niveau de cette étude notariale. On voit ces structures de caves qui sont réalisées en pierre blanche, c'est craie dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est le matériau qui constitue le sous-sol de cette partie de notre département. Et quand on est ici, eh bien, on voit bien la configuration avec des galeries d'amener, des escaliers qui remontent dans d'autres caves, mais qui ne débouchent pas à l'extérieur. Et en fait, c'est surtout donc au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qu'on va missionner des géomètres pour pouvoir creuser des galeries de liaison, qui sont les galeries qui sont faites en briques plus récentes avec les sols en béton qu'on emprunte par moment. Certaines parties étaient renforcées, ou avec des couronnements de briques, comme on peut le voir ici, ou alors, comme on peut le voir là-bas, avec un linteau de grès. Vous voyez ce linteau de grès, voilà, en fait, qui va venir soutenir la voûte de cave, la rotonde de la voûte de cave au niveau de l'ouverture donnant accès à l'escalier d'intercommunication. Et puis il y a cette colonne qui est juste là, c'est évidemment pas une colonne, pour une colonne, c'est un puits. C'est un puits à eau dont nous voyons l'extrait d'eau. En fait, le puits il a été fait après la cave, comme vous pouvez le constater. Donc, ça a sans doute été fait à une époque où on ne servait plus beaucoup de cette cave. Et le Cateau, quand on veut de l'eau, il faut vraiment creuser profond. Ouais, sur une butte. Voilà, il y a 45 mètres de profondeur à peu près. Et ce puits, donc, possiblement, faisait à peu près cette profondeur à l'origine, sachant qu'aujourd'hui, il est comblé. Il y a eu une petite fenêtre qui a été faite, et comme vous pouvez le constater, il est entièrement rempli avec des matériaux, mais il subsiste encore de nombreux puits qui sont vides. Sur le site de la brasserie, d'ailleurs, on peut en découvrir. Alors, vous voyez également donc ces renforts. Ces renforts briques, donc ça c'est vraiment le travail Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui a été fait au moment de ce qu'on appelle la défense passive. La défense passive, c'était une politique nationale qui visait à organiser la mise à l'abri des populations civiles face au risque de bombardement aérien. Et quand vous voyez ce style de briques moderne, bien calibré, vous savez que tout ça c'est des travaux qui ont été faits vers 1938-1939. On savait que la guerre allait éclater. De toute façon, Hitler avait dit qu'il allait faire la guerre, donc on était au courant. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment organisé au moment de la Seconde Guerre mondiale la protection de la population. En fait, on a divisé les villes, ce qu'on appelle en îlots, c'est-à-dire plus ou moins en quartiers. Et avant la guerre, vous avez des gens qu'on appelait des chefs d'îlots qui vont être chargés de recenser tous les sous-sols qui vont être en capacité d'accueillir les populations pendant les bombardements. Alors, dans tout ce réseau souterrain, comme dans la plupart des réseaux souterrains, vous avez aussi beaucoup d'inscriptions, beaucoup de graffitis. Alors, juste là, on a deux exemples avec ce petit chien, vous le voyez en position assise, qui se trouve ici sur cette pierre, qui est très jolie. Et puis, on a cette réplique, alors évidemment, c'est pas un graffiti du Moyen-Âge, mais c'est un chevalier du Moyen-Âge qu'on a représenté là-bas. Il est en armure, il a son casque, il a un bouclier, il tient une sorte de glaive ou d'épée de la main droite. Alors là encore, il faut être extrêmement prudent, tant dans la datation que dans la volonté ou de ce qui est vraiment représenté. Quand vous voyez le chien, par exemple, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il a été réalisé. Alors la représentation du chevalier, honnêtement, ça fait franchement 19e siècle, dans les années 1800. Mais là encore, il faut prendre tout ça avec prudence. Les anneaux, aussi, je vous en ai pas parlé. Ces anneaux, ils étaient multitâches. C'était des anneaux parfois de manutention. C'était des anneaux parfois pour suspendre les denrées qu'on mettait ici à l'époque. Le saucisson. Une époque. Et vous avez raison, madame, on mettait des salissons. Vous savez, aujourd'hui, on met au réfrigérateur tout un tas de choses qu'avant on mettait dans les caves. Les fruits et légumes, les fromages, les salaisons, tout ça c'était dans les caves. En contrepartie, vous imaginez que c'était attractif pour les rongeurs, voilà, de manière générale.
Et donc on suspendait parfois la nourriture en hauteur pour que même en sautant, ils ne puissent pas les attraper. Oui, le bon saucisson. Pour ne pas voir disparaître les régimes de saucisses. On va repartir dans cette direction. Les personnes qui le souhaitent peuvent descendre les quelques marches d'escalier pour voir un fragment de la partie la plus profonde du réseau. Vous verrez donc en descendant à gauche de l'escalier une galerie emblayée avec du sable. Ça, c'est de la galerie médiévale du Moyen-Âge, donc qui a été comblée il y a extrêmement longtemps pour des raisons de sécurité, puisque très vite les gens ont quand même compris qu'avec toutes ces cavités dans le sous-sol du château, ça pouvait présenter quelques risques. Donc je vous laisse regarder au passage pour ceux qui veulent descendre quelques marches. Et vous êtes dissipés. Voilà. Alors dans cette partie du parcours, je vous invite à regarder dans le fond. C'est le seul endroit dans le parcours où on voit le terrain en place. Le seul endroit où vous voyez la roche en place. Donc c'est cette fameuse craie tout au bout du parcours. Vous voyez une craie avec des rognons de silex, qui sont les boules noires en fait, que vous voyez à l'intérieur. Et ça nous rappelle quand même le passé géologique un petit peu particulier de ces secteurs. Le Cambrésis est géologiquement dans ce qu'on appelle le seuil de Bapaume, c'est-à-dire une dépression entre les collines de l'Artois, qui sont à l'ouest, et la région de l'Avesnois, qui est à l'est. La région de l'Avesnois, c'est déjà l'amorce du massif des Ardennes, en fait. C'est déjà ce socle-là qui commence à s'amorcer. Et quand on est au Cateau, on est à la limite des deux zones. Ça se voit aussi dans les paysages. Quand vous arrivez au Cateau côté Cambrai, vous êtes sur de l'open field, vous êtes sur des champs ouverts, sur des grandes cultures. Quand vous venez au Cateau en venant d'Avesnes-sur-Helpe, vous êtes dans le bocage, vous êtes dans les terres d'élevage, etc. Et bien ça, c'est la face visible en fait de l'invisible, de ce qui est au-dessous. Et on est vraiment donc à la limite de deux zones géologiques qui, à proprement parler, n'ont absolument rien à voir entre elles. Et on est aussi de ce fait, et ça c'est une précision importante, à la limite de la craie exploitable. C'est-à-dire que le Cateau, ce sont les dernières carrières souterraines à l'est du département du Nord. Après, géologiquement, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, il y a des millions d'années, entre moins 110 et moins 63 millions d'années, eh bien, la mer léchait la zone où on se trouve. C'était l'océan. Et on a eu pendant 40 millions d'années, à peu près ici, 100 à 150 mètres de hauteur d'eau, pour vous donner une idée, avec un océan qui était relativement calme et chaud. D'après toutes les études, on avait une eau à 24 degrés en moyenne toute l'année, donc on aurait pu se baigner, mais il n'y avait pas de plage. Hein. C'est ça le problème. Et donc tous les blocs que vous voyez autour de vous, ce sont tous des fossiles en fait. C'est un océan de fossiles. Si on pouvait voir des dépôts sédimentaires. Voilà. Si on pouvait voir un bloc de craie comme ça au microscope électronique, eh bien, on pourrait voir que toutes ces pierres, en fait, sont à moitié vides et on verrait toutes des petites coquilles, etc., qui flottent comme si elles étaient au milieu de nulle part. La craie est vide à peu près entre 30 et 50%, pour vous donner une idée. C'est pour ça que si vous prenez un pavé dans une main et puis un bloc de craie de la même taille que le pavé dans l'autre main, bah évidemment, le bloc de pavé est beaucoup plus lourd. On a une question de densité qui joue énormément. Alors, dans un instant, on va croiser l'autre groupe. Donc, on va faire ce croisement juste là. Regardez, monsieur, vous allez avancer et puis vous allez vous mettre là. Voilà, on va se mettre là pour croiser. On se met au cachot. Voilà. Et on regarde pas, on regarde pas. Parce qu'on est comme ça. T'inquiète, je t'enverrai là. Pour avancer, on va croiser là. Puis on se met comme ça, on regarde pas. Interdiction de regarder. On n'a pas décroché pour attacher Nicole.
Ouais, fais gaffe quand tu approches pas. Il te prend pour un saucisson. Ils vont pas remonter dans le cas. Fais gaffe qu'à l'apéro. Un saucisson, fais gaffe qu'à l'apéro. Alors on va laisser passer l'autre groupe. Voilà. Ce qui est là, le bloc qui est là, c'est quelque chose qu'on a mis par après seulement. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Vous pouvez avancer. Il a carré fondé la galerie. Il te pense. Alexandre, fais leur peur. Il a dit quelque chose. Vous fermez la marche, monsieur? D'accord. Dans cette zone, vous avez beaucoup d'inscriptions des Première et Seconde Guerre mondiale. Les souterrains du Cateau, en particulier en 1918, vont être utilisés pour abriter une partie de la population lors de l'évacuation du Cateau. Tout à la fin de la guerre, alors qu'on pressentait que les libérateurs allaient arriver, il a été décidé de procéder à l'évacuation de la population. Cette évacuation s'est faite à pied, parce qu'il n'y avait plus aucun moyen, même hippomobile, de disponible. Et tout le monde est parti, à l'exception de ceux qui ne pouvaient pas, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, les personnes malades, et aussi les enfants trop petits pour marcher qui n'avaient plus de parents. Et tous ces gens-là, on les a fait descendre dans les souterrains du Cateau au moment des combats. Et là, il va y avoir un épisode absolument terrible. C'est que des obus à gaz vont être utilisés à l'extérieur et les gaz de combat, qui sont plus lourds que l'air, vont descendre dans les soupiraux des caves, puis dans les sous-caves, puis par les escaliers jusqu'au souterrain où on se trouvait. Et plusieurs dizaines de personnes, en particulier les plus petits enfants, les bébés qui étaient posés dans des couffins à même le sol, vont être brûlés et asphyxiés par ces gaz de combat, ce qui va leur occasionner évidemment des souffrances absolument terribles. Alors je serais très très prudent sur le bilan de ces événements. On a une collègue du Cateau qui parle de 200 morts. Personnellement, ça me semble vraiment très excessif. Je préfère vous dire qu'il y a plusieurs dizaines de victimes, puisque déjà tout le monde ne meurt pas tout de suite. Alors c'est peut-être même parfois mieux de mourir tout de suite dans ces circonstances-là, parce que vous avez des gens qui agonisent pendant des semaines et puis finalement qui finissent tout de même par décéder. Bilan de plusieurs dizaines de victimes, un bilan qui pour nous serait plus proche peut-être d'une cinquantaine de personnes décédées, mais sans doute plusieurs dizaines d'autres ont gardé des séquelles de ces événements. Là on marche là-haut, les choses. Oui, c'est ça aussi. C'est ça de s'immerger un petit peu dans ces lieux. Aujourd'hui, ce sont des lieux de tourisme, des lieux de curiosité, de patrimoine, mais ce sont aussi des lieux qui ont connu de véritables tragédies. Par ici. Qui est Guy? Non, tu lui demandes, je sais pas. En tout cas, il est parfait. Hein. Oui, il explique super bien. Et en plus, il a une manière d'expliquer qui fait que ça n'arrête pas. Il coule. Il n'y a pas un blanc. Non, il est parfait. Il y avait l'électricité quand il vient, il tasse l'eau. Mais les grands sont pas forcément riches. Hein. Ah non, mais c'est pour ça que je disais plutôt le grand. Alors évidemment, les regards se portent tout de suite vers l'exceptionnel vestige de la décoration peinte en voûte. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des vestiges d'une décoration à l'époque de la Renaissance. Et c'est ce que vous avez au-dessus de vos têtes avec ces petites fleurs stylisées, ocre et bleu,
Alors le bleu maintenant est presque noir, hein, avec l'usure des siècles. Hein. Très probablement, on est contemporain de la construction de l'hôtel de ville. Donc on est aux alentours de 1520 quand même. Donc ce sont des petites fleurs qui ont déjà 5 siècles. Et vous voyez qu'elles s'effacent surtout de ce côté-là, en raison du courant d'air. On ne le sent pas, mais il y a un courant d'air qui vient de l'escalier d'accès. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Cette salle était jadis réputée pour être ce qu'on appelle la salle du ferme. C'est-à-dire la salle où on enfermait, la salle où on renfermait les trésors les plus précieux de la ville du Cateau. Et on voit également, avec l'abondance de tous les graffitis, que pendant des siècles, vous avez tout un tas de monde qui est venu ici et qui a laissé des traces de leur passage. Alors, Monsieur Vaillant, lui, on sait qui c'est. Vaillant 1855, c'est un ancien concierge de l'hôtel de ville du Cateau. Et pour le remercier de ses bons et loyaux services, on lui a proposé d'utiliser la pièce où vous vous trouvez pour en faire sa chambre à coucher. Donc Monsieur Vaillant, pendant presque 7 ans, a eu le privilège énorme de pouvoir dormir dans l'ancienne salle du ferme. Alors à l'origine, l'accès se fait de ce côté, comme vous pouvez le voir. On a des vestiges des dernières marches d'escalier et en quelque sorte, le pilastre qui est ici constituait la partie centrale, en fait, de cette structure. Et surtout, c'est les bords de la voûte, là, comme ça. Tout à fait. Ça forme presque une sorte de linteau, de redans, comme on appelle ça en architecture. Alors, on va maintenant repartir de ce côté. Les personnes qui le souhaitent pourront prendre un tout petit couloir sur la droite pour aller jeter un œil, comme l'ont fait tout à l'heure vos collègues, au cachot de la prison du Cateau Cambrésis. Vous pouvez y aller par petite quantité. Si vous ne le souhaitez pas, parce qu'il marche très très haute, vous remontez directement dans la pièce d'accueil. Par ici. Voilà, messieurs, dames. Bon, on arrive au bout de ce petit parcours. On espère que ça vous a plu. Ça va, madame? Soulagée, hein? Alors, on va vous rendre votre liberté. Faites très attention en ressortant à ne pas heurter votre tête. Bonne fête des camping-cars. Merci. Bonne soirée à vous. Et félicitations pour les explications, c'était vraiment top. Bon, je dois te parler de moi. Sais-tu que le fait de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ton point de vue en commentaire, cela fait des bons guili-guili, comme je dis, à l'algorithme de YouTube. Et donc, forcément, ça égaye ma journée. C'est un peu ma récompense. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux un tant soit peu me soutenir, m'offrir 1, 2 ou 3 cafés, j'ai envie de dire, ça ce serait la cerise sur le gâteau. Et sur le coup, je te dis déjà merci. Les infos, c'est évidemment en dessous. Hein. Bon, là c'est le moment de te faire plaisir. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook et plus aujourd'hui sur TikTok pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements, vivre en direct les tournages des vidéos, mais aussi partager les quelques blagues que je publie de temps à autre et aussi les moments plutôt off ou les rencontres avec mes abonnés par exemple, les voyages avec ma famille ou les quoi qu'il m'arrive, car ça arrive. Bref, tout ce que je ne saurais pas publier sur YouTube. Les infos sont évidemment où? Sous la vidéo. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Je suis en forme aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, pour la newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Mais clique sur les deux, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!